Dernière émission sur CNews au Festival de cinéma d'Angoulême. Jean-Paul Rouve, Arnaud Viard, Alice Taglioni sont sur ce plateau. Tout à l'heure, on recevra Pierre-François Martin Laval qui parlera de Fahim. C'est l'adaptation d'une vie, d'une vraie vie, celle de Fahim Mohamed qui sera aussi sur ce plateau. Arnaud Viard, vous adaptez Anna Gavalda. Exactement. Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui vous attendent. Sur cette adaptation, parce que ça a été un best-seller, il faut le rappeler. C'était un énorme best-seller. C'est son premier recueil de nouvelles. Elle a écrit ça à 26 ans, je crois. Elle est jolie, tout ça. Et je pense que tout ça a concouru à l'immense succès de ce livre. Avec Jean-Paul Rouve, tout à l'heure, on parlera du défi que c'est d'adapter au cinéma de la littérature, parce qu'il connaît aussi cela. Qui raconte l'histoire? C'est un mélo familial, peut-être Alice Taglioni. Vous êtes la plus douée pour raconter, je suis sûr. Vraiment, alors là. Qui raconte l'histoire? Moi, je pense que le pitch, il est facile à résumer dans le sens où c'est une histoire de famille. Donc, c'est une famille, une fratrie, 4 frères et sœurs, une maman, veuve. Comment on vit à l'intérieur de cette famille, de tout cet amour, mais en même temps de cet étouffement, de cette difficulté à s'émanciper, à être vraiment une identité dans ce mélange. Enfin, voilà, c'est une famille. C'est vrai que si c'est l'histoire de 4 frères et sœurs et d'une maman qu'on suit pendant 1 an à peu près, je dirais que le motif, c'est comment ne pas passer à côté de sa vie ou à côté de son désir. Savoir écouter son désir, ce qui n'est pas toujours le cas. Le pivot de cette famille, en quelque sorte, c'est le personnage que vous interprétez, Jean-Paul. Le père a disparu, donc vous êtes. Ouais, c'est ça, il se donnait ce rôle. On ne sait pas s'il l'a choisi ou si ça lui était imposé, mais c'est le frère aîné. Et c'est vrai qu'il se donne ce rôle d'être un peu le remplaçant du père et de gérer cette famille. Et c'est un personnage qui a beaucoup de pudeur et on se rend compte qu'il aime pas montrer ses failles. Il estime qu'il ne doit pas les montrer. C'est un peu idiot, mais je pense qu'il se dit je dois pas les montrer parce que c'est moi qui tiens les autres, j'aide les autres. Il est, je pense, heureux de cette situation et en même temps il la déplore. Et on l'a à un moment de sa vie où il a 50 balais. Et où c'est comme s'il faisait une sorte de bilan. Et le bilan, il ne le trouve pas très positif finalement. Et puis un élément révélateur, quelqu'un qui va revenir dans sa vie et qui va d'un seul coup donner un coup de balai à toute cette vie qu'il a vécue. Et lui rappeler qu'il aurait peut-être pu être un très grand acteur, mais il ne faut pas en dire. On peut dire ça, il avait fait des cours de théâtre. Dans sa jeunesse, quand il a une vingtaine d'années, il aurait certainement voulu être acteur. Ça ne s'est pas fait. Et il vit avec ça aujourd'hui. Voilà, et en fait, à un moment dans le film, réapparaît son premier amour. On a tous eu un premier grand amour à 20 ans, 25 ans, qui elle est devenue comédienne, et on comprend petit à petit. Et comédienne célèbre. Célèbre, voilà, en plus. Alice, on aime les grands mélos, parce que c'est un grand mélo. C'est un grand mélodrame familial. C'est un genre dans le cinéma, ça qui a un peu disparu, on en fait moins. Moi, j'étais vraiment ravie à la lecture du scénario parce que je me suis dit, enfin, on me propose un rôle comme ça. Je vais pas dire que je l'attendais, celui-là, mais... Je confirme, vous êtes excellente. C'est gentil. Et c'est très loin de ce que le public peut-être connaît de votre travail. Voilà, mais de toute façon, c'est ça le travail d'un acteur, c'est d'aller vers différentes choses. Et c'est aussi, ça me touche parce que c'est aussi en fonction de la vie, de l'évolution de chacun. Alors Juliette, mon personnage, c'est un personnage qui justement a une évolution du début à la fin qui est pas du tout... Enfin, on la retrouve pas à la fin comme elle était au début, grâce à la transmission de son frère, qui lui n'a pas réussi à, on va dire, à aller au-delà de ses manques ou de ses doutes, mais qui réussit à lui transmettre la force de croire en ses rêves. C'est ça, ton personnage, celui de Juliette, c'est vraiment c'est un film sur la Renaissance. La Renaissance, voilà, c'est ça. Pas la Renaissance, François Ier, tout ça, parce que je sais que tu vas rebondir là-dessus. Pas du tout un film d'époque. Je préfère préciser avec toi. Je sais très bien, je te connais, parce que ça va très vite dans ta tête. Est-ce qu'il est facile d'adapter, enfin je pense que c'est une grande difficulté, d'adapter les lettres, la littérature. Alors pour être honnête, je pense que celui-là c'était une gageure de l'adapter, puisque c'était 12 nouvelles qui ne se ressemblent pas du tout. Et par quel bout on prend l'histoire, qu'est-ce que je veux raconter? En fait, il y a un choix qui s'est imposé, parce qu'il y a quand même, sur ces 12 nouvelles, 3 nouvelles où c'est des frères et sœurs. Donc c'est ça qui m'a guidé. C'était le lien. Ça, voilà. C'était et en fait, pour ceux qui connaissent pas Gavalda, ils vont voir un grand mélodrame familial, etc. Et ceux qui connaissent bien Gavalda, ils vont retrouver les nouvelles un peu comme...
un portrait cubiste, on les retrouve ici, à droite, à gauche, etc. Jean-Paul, adapter, travailler avec des auteurs, est-ce que c'est plus simple de reprendre un livre ou de carrément faire venir l'auteur chez lui, chez soi, comme vous le faites de temps en temps avec David Fonkinos. Avec David, avec Fonkinos, oui, parce qu'on a déjà adapté un livre avec David, et là on fait Deux sœurs là. Alors avec David c'est particulier parce que c'est tellement facile de travailler avec lui. Il n'y a pas d'orgueil, il n'y a pas d'amour-propre sur son travail. Il prend ça comme un travail de quelqu'un d'autre. En fait, ce qu'on se dit souvent avec David, c'est que, et souvent quand on voit des films bien adaptés, j'ai l'impression qu'on se dit que c'est quand même c'est trahir, il faut savoir trahir un livre pour le respecter. On dit aussi que 80% des films... magnifique, il n'a pas du tout rebondi dessus. Alors que je m'attendais à... Alors que moi, j'étais encore en train d'essayer de comprendre. Fidélité, trahison... C'est intéressant, parce que et là, il a fait, je vous dis ce qu'il a fait. Il avait déjà sa question en tête. Fais-moi la phrase, c'est trahir en respectant. Et je vais faire ce qu'il fait. Adapter, c'est trahir en respectant malgré tout ce qu'on a écrit. Alice, voilà ce que tu as fait. C'est gênant. Il était sec, je crois, c'est pour ça. Non, ouais. J'ai perdu ma question. Je te donnerai plus rien maintenant, moi c'est fini. Je te donne maintenant le strict minimum. On dit que 80% des films aux États-Unis sont adaptés de nouvelles, de romans, etc. Ce qui n'est pas tout à fait le cas en France. C'est beaucoup, je pense. Idée des chiffres, mais je pense que ça rassure les producteurs d'avoir déjà une histoire qui a marché ou qui plaît plutôt que déjà de payer l'écriture d'un script. Le scénario original. Voilà. Ouais. Mais c'est quand même... Ça reste un scénario original que tu as écrit. Ouais. Ben, comme disait Jean-Paul, trahison et fidélité, mais j'ai pas mal trahi, je crois. Adaptation libre, on va dire. Trahison, fidélité. Vous retrouverez Trahison et fidélité. Non, je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part. C'est le film de Arnaud Viard. Merci à tous les trois d'être venus. Il sort le 25 décembre. C'est le petit cadeau de Noël. C'est un vrai petit cadeau de Noël. Vous le découvrirez. C'est un très bon film. On se retrouve juste après quelques extraits. On se retrouve avec Pierre-François Martin Laval pour parler de Fahim. Allô Margot? Oui, maman. Je t'appelle juste pour savoir ce qui t'arrange pour Noël. Mais j'en sais rien, maman, on est fin octobre. Alors tu me rappelles en décembre et tu me dis la date. Bah alors dis-moi le jour qui t'arrange. Et le 25? Bah non, c'est pas possible le 25. Jean-Pierre est chez les parents de Nathalie. Mais si Jean-Pierre préfère le 22, alors faisons le 22 et puis on n'en parle plus. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, maman? Et si on faisait le 24? Pierre-François Martin Laval nous a rejoint. Bonjour. Pour un film qui s'appelle Fahim, comme le prénom de Fahim Mohamed. Bonjour. Parce que ce que vous avez tourné, le film que vous nous présentez, est tiré directement de l'histoire vraie de ce garçon. Qui est retracé dans Un roi clandestin, le livre dans lequel j'ai puisé. Voilà, où je lui ai un peu volé sa vie pour la mettre sur l'image. Sa vie, c'est une vie qui démarre au Bangladesh. Et vous êtes le mieux placé pour en parler. Ça démarre au Bangladesh, ça se termine en France. Et au milieu, il y a les échecs qui vont vous permettre d'obtenir ce que beaucoup d'étrangers rêvent d'obtenir, c'est-à-dire des papiers et une reconnaissance. Oui, c'est vrai que donc, ça démarre au Bangladesh et ça finit aujourd'hui au Festival d'Angoulême. Donc c'est vrai que je m'y attendais pas, tout ça. Mais en fait, j'ai dû quitter le Bangladesh parce que j'étais en danger de mort avec avec mon père. On a fui le Bangladesh pour atterrir en France. C'est encore un hasard parce que c'était pas notre première destination. Et après, en fait, on a vécu quelques années un peu compliquées parce qu'on n'a pas tout de suite eu les papiers. Du coup, on a ramé. On a fini dans la rue. On savait pas ce qu'on allait manger le lendemain. On savait pas où on allait loger. Et finalement, je me suis un peu sorti grâce aux échecs parce que vous êtes un champion d'échecs. Vous avez été champion de France d'échecs. C'est ça, donc je suis devenu champion de France d'échecs des moins de 12 ans en 2012. Et c'est là qu'en fait, il y a eu une vague médiatique qui a permis de mettre le projecteur sur ma vie, sur mon histoire. Et le Premier ministre de l'époque. Donc voilà, le Premier ministre de l'époque, M. François Fillon, a décidé de régulariser notre situation. Bon, cette vie est un roman. Ouais, c'est bouleversant. Et ce qui m'intéressait aussi par-dessus tout, c'était pas d'arrêter la confusion parce que c'est pas grâce à moi que tout va s'arrêter, mais s'il peut y avoir des gens qui ne confondent plus cette migration et cette demande d'asile, c'est-à-dire que ces gens-là sont, comme il a dit, en danger de mort,
ce sont pas des gens juste qui voyagent parce que l'herbe est plus verte ici, ce sont des réfugiés politiques, même s'ils obtiennent rarement cette demande d'asile, parce que c'est très difficile à obtenir. Ce sont des réfugiés politiques, voilà, sont pas des gens qui sont venus profiter. Ces gens-là sont en danger de mort, comme il a dit. C'est hyper important qu'on se rende compte, parce que moi, je les croise comme tout le monde, on veut me vendre de la rose rouge, et je pense même pas à demander mais d'où vous venez, pourquoi vous êtes là. Parfois, on a l'impression qu'ils sont nés comme ça, là, au feu rouge, et j'avais envie d'être avec eux. Voilà. Ensuite, il fallait en faire un film. Pas un film politique, pas un film militant. Un film qui raconte cette vie-là. Ouais. Comment vous avez appris les échecs en France, en quelque sorte. Et dans le film, c'est Gérard Depardieu qui joue le rôle de votre prof d'échecs à Paris, qui vous a permis en tout cas de vous emmener au championnat de France. Donc moi, j'ai commencé les échecs très très jeune, donc j'avais 5-6 ans, et tout a commencé donc avec mon père, parce que c'est lui qui jouait beaucoup aux échecs, et donc c'est grâce à lui que j'ai appris. Et en arrivant en France, en fait, j'ai fait la rencontre de Xavier Parmentier, qui est malheureusement décédé, et en fait, c'est lui qui m'a pris sous ses ailes pour m'emmener jusqu'à mes plus grands titres. Donc il s'est aussi occupé de nous en dehors des échecs, en fait. Gérard Depardieu pour interpréter Xavier Parmentier. En fait, j'ai eu la chance de rencontrer son entraîneur, et quand je suis rentré chez moi, je me suis dit, bien sûr, il n'y a que Depardieu. Ça aurait été une catastrophe si Depardieu m'avait dit non, parce que je ne voyais que lui. D'ailleurs, les gens, au générique, on montre des photos et les gens trouvent l'évidence évidente. Vous aussi, Fahim, vous avez trouvé évident en voyant le film au cinéma? Mais c'est vrai que la première fois que je l'ai vu à l'écran, on s'est tout de suite dit « Ah, on a l'impression de voir Xavier ». Parce que cette apparence, cette chemise à carreaux, enfin, c'était typiquement du Xavier tout craché. Il est un petit peu dur. Tête d'huître. Ça a pas de tête, une huître. Un peu bourru, quoi. Fais chier, oh! Les échecs ne sont pas un jeu, monsieur Fahim. T'es mort. Bonne idée, je devrais faire pareil avec certains. Pourquoi vous êtes si dur avec Fahim? Fahim, il m'écoute pas, il joue seulement avec sa rage. Fahim, en regardant le film, est-ce que vous revoyez réellement votre histoire? Est-ce que le petit garçon qui joue votre rôle dans le film, en quelque sorte, c'est vous? C'est vrai que c'est une bonne question, et j'ai toujours un peu de mal à y répondre, parce que en fait, c'est quand même 3 ans et demi d'histoire retracée en 1h30. Donc c'est trop court, c'est ça que vous voulez dire? Voilà, c'est trop court, c'est exactement ça. Donc forcément, PF a dû un petit peu romancer l'histoire. Donc il y a certains moments où je ne me reconnais pas comme je sais pas, il faut que je trouve un exemple, mais... Il y a des moments où vous reconnaissez voilà, quand même. Il a reconnu son père, surtout, tu as bien vu par contre, son père, son entraîneur. Père... Après, c'est difficile de se voir. C'est ça, mais c'est difficile de le faire aussi, c'est difficile de fabriquer un film comme ça aussi, en se disant, les personnages, je les connais, ils sont à côté de moi, ce sont des êtres vivants. Oui. C'est des mois et des mois de recherche. J'ai eu un super directeur de casting, Mohamed Bellamar, qui était touché par l'histoire, parce qu'elle lui faisait penser aussi à la sienne. Et puis c'est par miracle si on a rencontré le petit Assad, qui n'était même pas invité au casting, qui attendait dans la rue un copain. Et le petit Assad ne parlait pas français. Il venait de rejoindre son père qui était réfugié politique. Et il ne voulait pas passer d'essai, il ne voulait pas tourner. Donc ça a été un miracle, quoi. Si je suis arrivé à lui sortir ça comme ça, il est prodigieux, cet enfant. Et le film est très touchant et très réussi. Merci à tous les deux. Ça s'appelle Fahim. Encore une fois, c'est le prénom de Fahim Mohamed qui est là. Merci beaucoup. Merci. Le film sort le 16 octobre et prochain. avec Isabelle Nanty, qui a un très grand rôle aussi. Évidemment. Voilà, c'est la fin de cette émission spéciale Angoulême.